Rebonjour ou bonjour à celles et ceux qu'on n'a pas encore vus. Merci d'être là sur l'heure du déjeuner, hein. Bon, on voit les courageuses et courageux ou les plus motivés. Merci de nous avoir aussi un peu attendus. On a pris un petit peu de retard dans les tables rondes, donc merci de votre patience. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Sarah Duvina, je suis la présidente et cofondatrice de l'association Nouveau Cycle. On est ravis de vous accueillir. Et je suis particulièrement heureuse d'animer cette table ronde qui nous tient vraiment à cœur. Vous le savez, la question des douleurs et des pathologies liées au cycle menstruel nous importe beaucoup. On y travaille beaucoup pour celles et ceux qui étaient là. On a fait une journée interprofessionnelle de santé pour justement réfléchir au parcours gynécologique en France. On aura l'occasion d'y revenir. Et donc, on va faire une double table ronde sur le sujet « J'ai mal, c'est pas normal ». Avec une première partie, on va vraiment parler du diagnostic et de faire un panorama des pathologies existantes et des traitements allopathiques qu'on peut solliciter suivant les pathologies. Et une deuxième partie où on parlera de comment mieux vivre avec ces pathologies et en interrogeant aussi les médecines complémentaires et les méthodes parallèles. Je vais laisser chacun et chacune de mes intervenants se présenter. Tout d'abord, le professeur Jean-Luc Brun. Je pense que vous avez un micro. Merveilleux. Vous avez un micro devant vous. Vous êtes chirurgien gynécologue au CHU de Bordeaux et vice-président de la Société française de gynécopathie. C'est bien ça? Ou pathologie? C'est la gynécopathologie. Ouais, je ne savais plus si c'était pathie ou pathologie. J'ai hésité. Vous allez nous expliquer. Ouais. C'est une association qui associe les gynécologues et les pathologistes pour essentiellement un but éducatif, recherche. On est sur déjà quelque chose qui n'est pas trop grand public, mais qui est pour faire plutôt avancer la science. Donc les gynécologues, vous savez ce que c'est. Et puis les pathologistes, ce sont les gens qui font l'analyse des tissus au laboratoire, qui vont vous analyser vos frottis du col, etc. Et donc c'est vrai qu'en général, il y a eu un certain temps où les gynécologues et puis les gens qui étaient dans les laboratoires, ils échangeaient pas beaucoup. Chacun était dans sa structure, puis d'où les idées d'association pour réunir ces gens-là et qu'on puisse parler le même langage. Maintenant, c'est un peu modifié tout ça parce qu'il y a des réunions pluridisciplinaires, surtout en cancérologie, un peu moins dans l'endométriose et le fonctionnel, où les gynécologues et les pathologistes sont ensemble pour discuter des mêmes cas. Enfin là, on est un petit peu en marge. Donc moi, au CHU de Bordeaux, je m'occupe essentiellement de la chirurgie des tumeurs bénignes et malignes. Donc vous voyez, j'ai la double casquette, à la fois de cancérologue, mais également sur le bénin. Les tumeurs bénignes de la femme, c'est surtout les fibromes et l'endométriose. Et c'est là que je rejoins un peu votre problématique autour de la douleur et des hémorragies. Merci beaucoup de cette présentation et merci de nous faire confiance à nouveau puisqu'on vous avait reçu lors de notre première table ronde Vulvaventure SOS Utérus en détresse, qui était notre premier événement de l'association. Et 2 ans après, on en fait un festival au Rocher de Palmer, c'est plutôt chouette. Oui, je pense que vous étiez la plupart ici. Ah oui, c'était Horace Roman qui était là. Je vais passer le micro à Dr Benjamin Merlot, qu'on connaît bien à l'association, puisque c'est le premier chirurgien gynécologue qu'on a rencontré autour d'une émission de radio avant de créer l'association. Vous avez été une des rencontres qui a fait qu'on a créé cette association. Vous êtes chirurgien gynécologue et cofondateur de l'Institut franco-européen multidisciplinaire d'endométriose. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Merci, c'est un plaisir d'être à nouveau parmi vous pour cette journée, cette table ronde. Donc moi, je suis chirurgien gynécologue, un peu comme M. Brun, et mon activité est uniquement liée à l'endométriose. Et effectivement, on a monté un institut il y a 2 ou 3 ans là, sur Bordeaux, où l'activité est uniquement basée sur cette pathologie, donc et sur la prise en charge globale, que ce soit médicale, paramédicale, chirurgicale, et puis aussi beaucoup de recherche sur cette thématique. Voilà. Donc on travaille souvent en association avec le professeur Brun, on a des réunions ensemble sur les dossiers complexes. On est amené à souvent discuter des cas les plus compliqués ensemble. Et c'est un peu une première en Europe, ce centre. Quel a été pourquoi vous avez eu l'envie de créer celui-ci? Il y a plusieurs centres déjà en France qui s'occupent principalement de l'activité endométriose, mais c'est vrai que c'est des unités qui doivent aussi s'occuper des autres pathologies gynécologiques de la femme. Là, l'idée, c'était d'aller peut-être un petit peu plus loin, vraiment en ayant une activité uniquement basée sur une pathologie un peu complexe, avec une prise en charge parfois un peu hétérogène, et d'essayer d'allier tous les pans sur une seule thématique en essayant de pousser un petit peu les possibilités de prise en charge.
Merci beaucoup. Avec nous aussi le docteur Fanny Le Boulanger-Boriès. Vous êtes gynécologue obstétricienne. Vous travaillez aussi à l'IFEM Endo. Et vous avez été hier avec nous pour la journée parcours gynécologique en France. Oui, moi je travaille effectivement en libéral et en partie une journée par semaine donc au centre endométriose de Tivoli, donc en gynécologie obstétrique. Et effectivement, hier, j'ai participé à la base de votre année, si j'ai bien compris, de recherche sur comment faire un suivi, comment monter un suivi gynécologique idéal pour les patientes, où on a réuni différents partenaires d'horizons et de corps de métiers différents, et c'était très intéressant. Merci beaucoup, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et les pathologies, c'est aussi des associations qui les représentent. On reçoit aujourd'hui Emeline Eluin, qui est vice-présidente de l'association ESP-OPK. Alors, est-ce qu'on dit ESP-OPK ou ESP-OPK? ESP-OPK. ESP-OPK, voilà. Bonjour à tous, moi aussi je suis ravie d'être ici aujourd'hui et de pouvoir participer à cette table ronde. Donc effectivement, vice-présidente de l'association ESP-OPK qui va bientôt fêter ses 3 ans, qui a été créée dans plusieurs objectifs de sensibiliser et d'informer au sujet du syndrome des ovaires polykystiques qui touche environ une personne menstruée sur 7 aujourd'hui et qui est la première cause d'infertilité féminine. Aussi avec l'endométriose, c'est des maladies finalement qui ont plusieurs points communs. L'objectif, c'est aussi d'informer le grand public, d'accompagner les patientes suite à leur diagnostic. On fait notamment de l'accompagnement téléphonique parce que parfois c'est un petit peu difficile à encaisser tout ça. Et puis pour les orienter aussi vers des professionnels de santé. Effectivement, on va en parler en deuxième partie, les autres pratiques qui peuvent aider dans la gestion de la pathologie au quotidien et également le soutien à la recherche. Et voilà, l'association va fêter ses 3 ans le mois prochain. Félicitations et merci d'être venu puisque vous venez de loin. Donc merci d'être là. Merci beaucoup. Et je vous laisse passer le micro à Marlène Sarda, que vous avez peut-être déjà vu avec nous ici. Vous êtes représentante de l'association Endo-France en Nouvelle-Aquitaine. Oui. Déjà, merci à l'association Nouveau Cycle de m'avoir réinvitée pour cette merveilleuse journée. Donc, je représente l'association Endo-France depuis maintenant 8 ans sur la région Nouvelle-Aquitaine et spécialement Bordeaux. L'association Endo-France existe depuis maintenant 20 ans. Nous sommes une centaine de bénévoles répartis dans toute la France et notre but est de soutenir les patientes atteintes d'endométriose, mais aussi de délivrer de l'information auprès du grand public, d'essayer de faire de la sensibilisation dans les collèges et lycées et essayer de faire avancer un petit peu la reconnaissance de l'endométriose auprès des pouvoirs publics, ce qui, ça n'est pas une mince affaire et à mon avis, peut-être 20 ans de plus, mais on va y arriver, on ne perd pas espoir. Donc voilà, donc merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. En tout cas, on est très contents et contentes d'avoir ce plateau avec nous qui est absolument riche bien sûr, on vous laissera la possibilité de poser des questions à nos intervenants et intervenantes, évidemment. On fera passer un micro sur les dernières 10-15 minutes de cette table ronde. Alors, on l'a intitulé « J'ai mal, c'est pas normal ». Or, on entend souvent « mais c'est normal d'avoir mal quand on a ses règles » ou un peu avant. Finalement, qu'est-ce que c'est le seuil acceptable de la douleur et à partir de quel moment on doit commencer à s'inquiéter ou voire même consulter? Qui veut répondre à cette question? Alors, c'est vrai que j'ai mal, c'est pas normal, il faut définir un seuil de la douleur parce que sinon on risque d'avoir beaucoup de patientes qui vont s'inquiéter. Et un seuil tolérable, on utilise toujours des échelles quand on questionne nos patientes sur l'intensité de la douleur, ce qui aide un petit peu à avoir un côté pratique de l'évaluation, donc soit des échelles visuelles, soit une échelle numérique. On peut dire qu'une patiente qui a une douleur de 1, 2 sur 10, c'est peut-être quelque chose qui peut être accepté, qui est facile à traiter par du paracétamol, des choses comme ça. Il y a des phénomènes physiologiques pendant les menstruations, notamment des contractions de l'utérus, qui peuvent amener certaines douleurs. Donc c'est vrai que c'est des éléments où il ne faut pas forcément s'inquiéter tout de suite. Par contre, quand la douleur commence à monter au-dessus de 5, 7, 8, avec des patientes qui vont être en difficulté pour leur activité quotidienne, leur activité professionnelle, qui vont être alitées, avec des douleurs qui persistent malgré des anti-inflammatoires, des antalgiques, je pense que là, on a quelques matières à se poser quelques questions et peut-être à avoir le réflexe d'en parler à un médecin de manière assez rapide pour voir l'évolution.
Ce qui est important dans l'endométriose, mais je pense que M. Brun en parlera aussi, c'est l'évolution des douleurs. C'est-à-dire que les douleurs peuvent apparaître assez jeunes. Et c'est l'évolution de l'intensité de la douleur et d'autres symptômes dont on va sans doute parler après, qui doivent vraiment aussi inquiéter. Ce n'est pas uniquement des douleurs de règles. L'intensité n'est pas normale. L'évolution des douleurs n'est pas normale. Je dois m'inquiéter. Professeur Brun, vous vouliez compléter peut-être? Non, parce qu'il a déjà tout bien dit. Alors, il faut savoir que les médecins, ils ont aussi des référentiels pour prendre en charge et considérer la douleur. Et par exemple, dans un de nos référentiels, il y a l'échelle analogique, quand elle est supérieure à 7/10, il faut considérer cette douleur de façon un peu plus sensible, un peu plus sensible à ça qu'une douleur à 2-3. Donc on revient à ça. Donc ce chiffre de 7, c'est quand même un chiffre, c'est d'accord, qui est quand même un tournant. Mais c'est vrai que c'est très stéréotypé, parce que 7, en fait, ça veut aussi pas dire grand-chose. Donc pour moi, surtout, ce chiffre, il est intéressant à définir pour que, en fonction des traitements que je peux donner, je vois si ce 7 il diminue ou s'il augmente. Finalement, c'est la patiente qui est son propre témoin vis-à-vis de l'effet d'un traitement donné. Mais bon, c'est déjà une base. Et puis, l'autre chose, c'est qu'effectivement, c'est assez limité. Et là, je reviens un peu à ce que disait Benjamin Merlot. C'est qu'effectivement, il n'y a pas que l'intensité, il y a la variation, le rythme. Est-ce que c'est des crises continues? Est-ce que c'est des crises partielles? Est-ce que c'est périodique? Parce que si finalement, on a un 5/10, mais qui réveille toute la nuit en sursaut la femme et qui l'empêche de dormir, ça devient beaucoup plus invalidant qu'un 9/10 une fois par mois. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que l'intensité, il y a dans quelles circonstances cette douleur invalidante, elle intervient. Et puis il y a aussi le rapport aux médicaments qui pourraient agir sur ces douleurs. Et le fait que certains médicaments jusque-là efficaces ne deviennent plus efficaces, ça doit aussi faire tilt sur le fait qu'il y a quelque chose de chronique ou quelque chose qui se passe qui fait que c'est complètement anormal, quoi. Un peu comme à l'image des maux de tête qui passent avec un Doliprane d'habitude, et puis là c'est quelque chose qui persiste, c'est un peu l'équivalent, qui persiste, qui dure, un Doliprane ne suffit plus, et ainsi de suite, quoi. D'accord. Du coup, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, Marlène et Kelly, mais vous êtes atteintes des pathologies que vous représentez dans vos associations. À quel moment vous êtes inquiétée de la douleur que vous ressentiez? Ça a été quoi, vous, le déclic justement pour vous dire, bah, tiens, là, il y a peut-être un problème, je vais aller consulter? Alors pour ma part, au moment de mon diagnostic, donc j'ai été beaucoup plus jeune, j'avais 17 ans, et c'est ce qui est intéressant aussi pour le SOPK, il y a effectivement des douleurs physiques, qui peuvent être au moment des règles ou en dehors des douleurs pelviennes. Après, il y a aussi les symptômes qui peuvent être invalidants dans la vie quotidienne de la personne qui en est atteinte. Donc voilà, il y a des douleurs que je dirais psychologiques, quand la patiente souffre d'hirsutisme, de chute de cheveux, de fluctuations de poids très importantes, ça va avoir une influence sur sa vie personnelle, sa vie professionnelle, parfois sa vie amoureuse, et ça c'est aussi pour moi une source de douleur au-delà des douleurs physiques qu'on peut ressentir quand on a le SOPK et qui sont moins souvent évoquées, mais qui existent bel et bien, et nous c'est les retours qu'on a de la plupart des patientes. Ça devient très difficile à vivre en fait. On aura effectivement l'occasion de parler plus en détail de tous les symptômes associés effectivement pour bien clarifier tout cela. Marlène, pour toi, ça a été quoi le déclic pour consulter? Le déclic pour consulter, je l'ai toujours eu, parce que depuis l'âge de 17 ans, je souffrais de règles douloureuses, mais je n'ai été diagnostiquée qu'à l'âge de 34 ans, après des années d'errance médicale où on ne me prenait pas au sérieux. Et quand on m'a diagnostiquée, effectivement, quand on m'a expliqué ce qu'était l'endométriose et quand on fait le panel de tous les symptômes que j'avais, effectivement, ça ne pouvait être que l'endométriose, c'est-à-dire des règles douloureuses, des évanouissements pendant les règles, des vomissements, des difficultés à uriner, des difficultés à aller à la selle, des rapports sexuels très douloureux aussi. Et c'est vrai que tout ça, mis bout à bout, oui, effectivement, ça crevait les yeux que j'étais atteinte d'endométriose, mais on ne pense pas non plus dans les difficultés à uriner, les difficultés à aller à la selle, que ça peut être lié à un problème gynécologique quelconque, donc on n'en parle pas non plus. Mais à part les règles douloureuses, pour moi, voilà, il n'y avait que ça qui était symptomatique d'endométriose, mais pas le reste. Tu parles d'errance médicale, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les chiffres. Alors, on a les chiffres sur l'endométriose et le SOPK, et les deux sont à peu près équivalents. On parle de 7 à 10 ans
d'errance pour obtenir un diagnostic? Alors là, je vais peut-être m'adresser plutôt déjà aux professionnels de santé. Qu'est-ce qui explique ce délai? Est-ce que c'est que la science finalement a pris connaissance de tout cela tardivement, ou qu'est-ce qui peut expliquer ce délai de diagnostic qui, on le voit, hein, pour certaines patientes, est vraiment relatif à un parcours de la combattante. Alors, sachant que, on n'a pas précisé, mais on va parler de femmes, mais aussi de personnes menstruées. Il y a des personnes qui ont des utérus et qui ne s'identifient pas comme femmes, et j'aimerais qu'elles ne se sentent pas que ces personnes ne se sentent pas exclues. C'est pas une pathologie connue récemment, parce que je crois que la première description, c'est 1870, un truc comme ça. Mais je pense que la prévalence n'est plus tout à fait la même. Alors, ces études sur les retards diagnostiques de cet élan datent déjà d'il y a un petit moment. Je pense que ce serait intéressant de les refaire, parce que j'espère qu'on a progressé. Je pense que oui. La difficulté, c'est plusieurs choses. C'est l'hétérogénéité des symptômes, comme le disait très bien Marlène. C'est vrai que les douleurs de règles, on peut l'évoquer, mais pour beaucoup de patientes et aussi de médecins, par manque de formation, de connaissances, mais aussi pour les patientes, rapporter des douleurs à uriner à l'endométriose, c'est pas forcément évident. Et donc les patientes, quand elles vont chez les gynécologues, elles ne décrivent pas forcément l'ensemble de leur symptomatologie, s'il n'y a pas des questions vraiment ficelées sur cette thématique. Ce qui n'est pas forcément évident à poser, ou quand on ne connaît pas bien la maladie, ce qui n'est pas forcément évident à évoquer. On ne va pas forcément parler de douleurs pour aller à la selle pendant les règles dès la première consultation avec un gynécologue. La question des douleurs pendant les rapports n'est pas toujours évoquée, sauf si la patiente, bien sûr, dit est-ce que vous pensez que c'est normal que j'ai... Oui, là, bien sûr, mais le médecin traitant ou la gynécologue ne va pas forcément l'évoquer en première intention, donc le diagnostic peut prendre un petit peu de retard. Donc ça, c'est côté où méconnaissance de la maladie du grand public qui faisait que les symptômes n'étaient pas forcément rapportés et pas évoqués en consultation. Ensuite, il y avait effectivement, je pense, une méconnaissance aussi vis-à-vis du corps médical de cette pathologie qui a probablement un petit peu explosé ces 20 ou 30 dernières années pour différentes raisons, si on en parlera peut-être après plus tard, qui fait qu'il y avait un retard probablement de formation des professionnels dans les études, mais je pense que M. Brun, qui fait beaucoup encore d'universitaires et d'enseignement, pourra le dire, les choses sont en train d'avancer, qui faisait qu'on n'était pas à même de faire le diagnostic en première intention. Je pense qu'il y a beaucoup de formations continues. On a développé la filière endométriose. M. Brun fait partie du conseil scientifique. On a vraiment des projets de formation. Les infirmières scolaires sont déjà formées. Les gynécologues sont de plus en plus formés. Les médecins traitants aussi. C'est apparu au programme de l'internat et de la formation médicale. Les choses évoluent. Et j'espère que quand on refera une étude dans 5-10 ans, on ne sera plus à ces délais de diagnostic. Je pense que vous pouvez préciser un petit peu sur le côté universitaire. Oui, c'est ça. Les deux mots-clés, c'est la banalisation des symptômes. Donc ça, effectivement, par l'équipe, les médecins. Enfin, il n'y a pas que les médecins, vous savez, les infirmières scolaires, les sages-femmes, enfin tous ceux qui s'occupent de la santé au quotidien des femmes et des jeunes femmes. Parce qu'on a finalement, vous voyez, Marlène, c'est 17 ans, donc on se retrouve aussi beaucoup dans cette période autour de l'adolescence, où finalement, à 14-17, on est en bonne santé, quoi. On ne va pas forcément voir le médecin toutes les 5 minutes pour traiter une pathologie chronique ou un problème. Donc ça, et l'écoute sur la dysménorrhée, c'est-à-dire la douleur des règles, finalement, elle était peut-être un peu légère. Bon, il y a des corrections qui ont été faites, d'ailleurs qui viennent de très haut, puisque c'est le ministère de la Santé qui a été amené à corriger tout ça. Et après, de l'autre côté, il y a les médecins et effectivement la formation universitaire. Donc là, pour la première fois depuis des années, l'endométriose est au programme de l'internat, alors que jusque-là, c'était noyé dans conduite à tenir devant des douleurs pelviennes. Donc ça, c'est pour les étudiants en médecine. Mais à partir du moment où on est étudiant en médecine, il est formé un peu de façon globale sur la douleur, mais que l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, il est noyé. Le SOPK, il n'est pas dans les douleurs, on en parle un peu dans la fertilité. Bon, alors c'est pas mal, mais c'est pas que l'infertilité, le SOPK, il y a plein d'autres choses, le syndrome métabolique, etc. Pareil pour la douleur. La douleur, l'endométriose, c'était quelques petites lignes. Donc tout ça, c'est en train un peu d'évoluer en formation initiale et en formation continue, parce qu'avec Benjamin, tout le groupe, Fanny, et on met en place des actions de formation continue très régulièrement sur la région pour que les médecins puissent améliorer leurs connaissances. Et puis après, il y a la structuration des réseaux qui se met aussi en place avec les associations. Donc là, ouais, on est quand même en train de tourner une page, vraiment, et je pense que le coup des 5 à 10 ans qui viennent effectivement des vieilles publications de 2011,
2010, ça devrait être modifié par des travaux futurs que je vous engage peut-être à faire aussi au sein du grand public. Hein. On essaye. Tu voulais rajouter quelque chose? Non? Alors, on a parlé effectivement du fait que les femmes ou les personnes qui viennent consulter ne posent pas les bonnes questions ou ne décrivent pas les bons symptômes parce qu'elles ne font pas forcément le lien. Finalement, quelles sont les bonnes questions à poser en tant que patient ou patiente et en tant que médecin? C'est quoi les questions clés? Peut-être pour les personnes qui, après la conférence, vont aller consulter. Finalement, quelles sont les questions à se poser avant d'y aller, à poser au médecin et qu'on risque de qu'on va sûrement nous poser pour commencer à se préparer un petit peu à ce moment-là. Voilà, j'ai des douleurs récurrentes. Comment je vais pouvoir l'aborder? Effectivement, si ces douleurs sont concomitantes des règles de façon chronique, chaque mois, par définition, déjà, il faut se poser des questions. Après, il faut savoir si ces douleurs, elles durent sur le temps des règles, tout le long des règles, ou, alors, je caricature, mais 1 heure le temps des règles, ou plus de 3 jours, en quel cas 72 heures. Au-delà de 72 heures, c'est vraiment assez significatif de l'endométriose, notamment. Et voilà, c'est ce caractère cyclique et vraiment concomitant des règles, sachant qu'il peut y avoir aussi des douleurs qui sont projetées, notamment au niveau de l'épaule, par exemple, qui correspondent à des douleurs d'endométriose. Moi, j'ai eu une patiente qui a été suivie par kiné pour son épaule droite pendant des mois, alors qu'en fait, c'était une douleur projetée liée à de l'endométriose au niveau du diaphragme. Voilà, donc et c'est pour ça que c'est intéressant que finalement, quel que soit le corps de métier, il y ait une information sur l'endométriose, parce que chacun peut faire tilt vis-à-vis de la patiente pour lui expliquer que peut-être là, il y a quelque chose qui n'est pas logique et qui en tout cas peut faire penser, par exemple dans le cas de l'endométriose, à l'endométriose et qu'il faut chercher au-delà. Est-ce que vous voyez d'autres questions à se poser en amont de la consultation et à poser pendant la consultation, vous en tant que médecin, professeur ou en tant que patient ou patiente? Disons que ce qui va se passer, c'est que le médecin, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir un peu préparé sa consultation en amont. Les dames, par exemple, qui sont un peu plus âgées, que l'on voit en général quand elles viennent avec leurs symptômes, elles ont fait une liste. Elles ont peur d'oublier. Alors voilà, et alors elles font la liste comme elles énumèrent tout ce qu'elles ont, les médicaments, les choses. Alors là, c'est vrai que pour les jeunes femmes, c'est peut-être pas forcément utile, mais quand même, il faut se préparer avant parce que à un moment, après, c'est vrai que souvent, vous êtes un peu aussi intimidé quand vous avez la consultation, vous ne pensez pas à tout. Et derrière, toutes les informations qu'il y a autour de la douleur, un peu fines, elles sont importantes. Et puis, il ne reste pas que la douleur au niveau du ventre. C'est vrai que la douleur, elle peut être projetée partout. Finalement, le pelvis, c'est un peu le centre du corps. Donc, derrière, vous avez des irradiations, des localisations un peu complexes. Et il faut savoir après aussi qu'on va parler de beaucoup d'autres choses. Parce que l'utérus, il est peut-être au centre du pelvis, mais devant, il y a la vessie. Derrière, il y a le rectum. Sur les côtés, il y a les nerfs et les vaisseaux. Donc, on va avoir un questionnaire qui va être assez complet et on va aborder jusqu'à la sexualité, bien sûr, parce que tout ça, ça a des conséquences. Et c'est vrai qu'à un moment, quand les dames viennent pour parler d'une douleur de règle, d'une dysménorrhée, forcément, quand on commence à parler de sexualité, de douleur et de douleur à la défécation et de fonction digestive, elles ne sont pas prêtes, elles n'ont pas anticipé. Bon, il y a des petits blancs de temps en temps, donc c'est un peu ça qu'il faut penser à préparer sa consultation en sachant que le questionnaire va être assez large. Merci. Ouais, je rejoins tout à fait le professeur Brun. Là, quand on parlait de difficulté diagnostique, la consultation, on rentre beaucoup dans l'intimité de la patiente, dans sa vie sexuelle, dans ses fonctions digestives, et c'est ce qui fait aussi que la difficulté de la consultation, si on veut vraiment avoir le diagnostic. De manière un peu synthétique, c'est vraiment la dysménorrhée qui est le principal symptôme, donc les douleurs de règles. Je pense que 80-90% des patients qui ont l'endométriose ont eu ou ont des douleurs de règles. Donc c'est vraiment le symptôme accrocheur qui doit dire tiens, il se passe quelque chose. Et à partir de ça, on va tourner pour avoir une idée du diagnostic sur ce qu'on appelle, pour faire clair, et un petit moyen de truc, c'est les 5 D, on les appelle. Donc la dysménorrhée, douleur de règles, la dyspareunie, douleur pendant les rapports, la douleur pelvienne chronique, c'est-à-dire des douleurs en dehors des règles, okay. Les troubles digestifs, des prodigestifs, donc c'est souvent des douleurs à la défécation, des diarrhées pendant les règles. Et la 5e, on utilise ce moyen de la dysurie, c'est la difficulté à uriner, mais de manière globale, c'est les troubles urinaires. Parce que le diagnostic est difficile, parce que cette pathologie, comme disait le professeur Brun, n'affecte pas que l'utérus.
c'est une pathologie qui va se retrouver dans le ventre, et donc les organes de voisinage que sont la vessie, le rectum, et parfois ailleurs, même dans le ventre, peuvent être affectés. Et donc on va avoir une hétérogénéité des symptômes. Et nous, notre difficulté, c'est vraiment de remettre une trame pour faire la part des choses. D'où la difficulté un petit peu de la consultation, qui fait que c'est une consultation longue. L'intérêt de l'avoir préparé, c'est qu'on est prêt à recevoir ces questions, parce qu'on va rentrer dans des choses pas forcément faciles à dire. Lorsqu'on débarque chez un médecin, que c'est la première fois qu'on le voit, c'est pas forcément des choses faciles à évoquer. Marlène? Oui, je peux que rejoindre ce qui a été dit. Maintenant, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que les médecins ont fait un travail formidable dans l'avancée pour la détection, notamment de l'endométriose, mais c'est aussi aux patientes d'aider aussi à accélérer ce diagnostic. C'est-à-dire que quand vous allez voir un gynécologue pour des douleurs de règles, il ne faut pas avoir honte de dire, voilà, j'ai mal là, je ressens ça, même si ça semble anodin ou peut-être pas lié à des douleurs de règles. Les médecins ne sont pas là pour juger, ils sont là pour vous aider à avancer dans le diagnostic. Et c'est sûr que si on va voir un médecin pour des douleurs de règles et qu'on lui dit juste j'ai mal là à telle période et qu'est-ce qu'on peut faire, il faut aussi avoir une relation de confiance et d'échange avec son médecin. Parce que si on n'a pas cet échange-là, ça rallonge d'autant plus le délai du diagnostic et on perd du temps. Et c'est l'intérêt aussi de la patiente d'aider les médecins à avancer dans ce diagnostic, à vraiment dire tous les symptômes qu'on peut ressentir, même si ça semble, comme je dis, anodin. Il faut vraiment rentrer dans une relation de confiance et d'échange avec le médecin. Et il n'y a que comme ça qu'on fera retarder les délais de diagnostic, que ce soit pour l'endométriose ou le SOPK, c'est exactement pareil. Je crois aussi, et c'est quelque chose qu'on entendait beaucoup, que j'ai entendu hier lors de la rencontre interprofessionnelle des professionnels de santé, c'était le fait que culturellement, on a accepté la douleur. C'est-à-dire que les règles, ça fait mal. Voilà, on a posé ça comme tu enfanteras dans la douleur. Il y a un côté très culturel. Et je pense qu'il y a aussi un truc de faire confiance à son corps, d'écouter son corps et de se dire, OK, en fait, là, c'est pas normal. Et j'évoquais une anecdote d'une jeune fille, la fille d'une amie, qui avait des douleurs au ventre. C'est en est plein son médecin qui lui a dit bah oui, mais t'as pris du poids, fait un régime, fait du sport. Et en fait, un an après, on découvre qu'elle a un kyste de la taille d'un fœtus de 7 mois. Et en fait, pendant un an, elle a complètement intériorisé sa douleur. Elle n'en a jamais reparlé, alors qu'elle était présente. Et je pense vraiment qu'il y a un enjeu effectivement à se faire confiance aussi, à faire confiance à son corps. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout appris. Je pense que c'est très culturel. Est-ce que vous, ça, c'est quelque chose que vous observez, des personnes qui finalement sont complètement déconnectées de leur corps et ont intégré la douleur de manière forte? Mais je pense que c'est une des causes du retard diagnostique. C'est-à-dire que quand on allait voir un médecin traitant pour des douleurs de règles, on ne va pas forcément parler d'autre chose. Et le médecin traitant, c'est une consultation parmi 20 consultations dans la journée où il y a plein de choses à gérer. Il ne va pas forcément aller tout de suite dans les détails de votre vie intime. Donc c'est vrai que c'est aussi aux patientes de libérer leurs paroles et de parler d'autres choses qui les gênent. Parce que je pense que ces douleurs de règles, et aussi pour moi les douleurs pendant les rapports, ont été banalisées depuis longtemps. C'est une question de mœurs, c'est une question de société, peut-être aussi une question de religion, enfin voilà. Mais en tout cas, ça a été depuis longtemps banalisé. Et je pense que le diagnostic augmente parce que aussi les patientes parlent plus et osent plus parler de leurs problèmes actuellement. Enfin, moi, je trouve que dans le cadre de la relation patient-médecin, il y a ce qui est le patient et ce qui est le médecin en tant que praticien, mais aussi en tant qu'homme ou femme. Et en tant que le rapport aussi qu'il a à son propre corps. Donc si de toute façon tout le monde a été élevé dans le fait que en fait, ce que je ressens n'a pas de valeur, en fait c'est la même chose d'un côté comme de l'autre. Donc tant que ça c'est pas cassé aussi, effectivement. Et puis si moi-même je suis pas en phase avec mon propre ressenti, c'est compliqué d'être en phase avec le ressenti de l'autre parce que ça peut révéler des choses qui sont pas forcément qui moi me dérangent et ainsi de suite. Donc il y a aussi ça à casser. Ce rapport que chacun a à son corps, aussi bien du côté du soignant que du soigné. Professeur Brun, vous qui enseignez, est-ce que vous voyez une évolution justement sur les jeunes générations de médecins qui sont peut-être plus enclins et plus ouverts à justement débusquer cette douleur chez les patients?
Oui, parce qu'il y a une formation un peu plus importante sur l'écoute de la douleur. Et donc, la base, elle est là. Alors, cette écoute de la douleur, il y a effectivement dans les cours de neurologie haute, il y a la douleur, elle est apprise. Donc ça a démarré. Alors, après, c'est ancien, mais peut-être qu'il y a un peu plus de sensibilité maintenant par rapport à un moment donné. Bon, mais c'est toujours un petit peu complexe. Après, c'est ça, c'est l'écoute. L'écoute. Et le problème, c'est que peut-être qu'à un moment, ça manquait d'écoute. À partir du moment où il y a une écoute, c'est déjà une avancée importante. Est-ce que vous pensez que les durées classiques de consultation sont suffisantes justement pour développer cette confiance entre le praticien et le patient ou la patiente et permettre justement de mieux diagnostiquer? Est-ce que vous pensez qu'il y a une question de durée Oui, très Ouais. probablement. En médecine praticienne, hein, en médecine générale, et en médecine gynécologique aussi, parce qu'on a des créneaux un peu étroits. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas que les patientes douloureuses, elles suivent le même circuit qu'une patiente qui vient pour un dépistage, par exemple. Et moi, je vois avec le groupe consultation douleur en gynécologie que l'on a, eh bien, c'est clair, la consultation, elle dure 3/4 d'heure. Ils prennent 4 patientes sur une créneau de demi-journée. Donc, eux, ils ont déjà compris que quand on prend la douleur en compte de quelqu'un qui n'a pas forcément une cible, une pathologie donnée, ben, c'est très long. Vous vouliez compléter? Ok. Alors, on a beaucoup parlé d'endométriose, on a évoqué le SOPK. Je pense que c'est le moment de clarifier un peu toutes ces pathologies, parce qu'en fait, il y en a plein. Elles sont pas toujours... moi, rien qu'en préparant cette table ronde, j'ai découvert plein de choses. Je pense que c'est important qu'on fasse un peu le point sur ce qui existe comme pathologie. Donc, on va faire un petit panorama. On va commencer... Donc, l'endométriose, comme on en a déjà un peu parlé, on va commencer par elle pour bien expliquer qu'est-ce que c'est, quels sont les symptômes. Voilà, je pense que c'est pas mal de faire proposer une définition un peu de l'endométriose, simple et intelligible. On va essayer. Oui, parce que je me suis dit, une définition, Merci. ça va être... La plus chose. c'est périlleux. On va différencier l'endométriose de l'adenomiose. Et je laisserai monsieur Pain peut-être parler de l'adenomiose, parce que c'est des pathologies. Ouais, voilà. Alors l'endométriose stricto sensu, la définition, c'est des cellules qui ressemblent aux cellules de l'endomètre naturel, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes, qui vont se retrouver en position ectopique, c'est-à-dire pas là où elles devraient être. Si on veut une définition simple, on s'arrête là. Alors juste, est-ce qu'on peut, parce que tout le monde n'est pas forcément... Tu veux vulgariser? Parce que juste l'endomètre, Non, moi je ne suis pas sûre que tout Alors, le monde l'endomètre, sache. c'est l'intérieur de l'utérus, c'est composé de trois parties. L'endomètre, qui est ce que va donner les règles, là où se mettent les embryons. Le myomètre, qui est un muscle, hein, donc la fonction va être la contraction. Et puis une petite couche superficielle, la sérose. Donc l'endomètre, globalement, c'est ce qui vous donne les règles chaque mois, qui normalement descendent par voie vaginale sous l'effet des contractions de l'utérus pendant les règles. Alors, il y a plusieurs théories, et là, je ne vais pas trop m'étaler parce que ça va être un petit peu compliqué, mais une des théories principales, c'est que chez les patientes qui ont l'endométriose, quand on a fait des études de manométrie, c'est-à-dire on a regardé la pression de l'utérus, souvent les contractions de l'utérus sont plus fortes et plus anarchiques chez les patientes qui ont l'endométriose, ce qui favoriserait ce qu'on appelle le reflux, c'est-à-dire que le fait que ces cellules un petit peu différentes passent par les trompes et se déposent dans le ventre, parce que les trompes sont perméables, hein, c'est comme ça qu'on peut avoir des grossesses, se dépose dans le ventre, et après, il y a une réaction inflammatoire très intense, trop intense, avec aussi une réaction un peu immunitaire un petit peu spéciale, qui fait que ces cellules vont être capables, chez certaines patientes, pas chez toutes, mais de s'agripper et de se développer à leur propre compte, créant des adhérences entre les organes, des kystes sur les ovaires, et puis parfois des nodules d'endométriose qui peuvent progresser vers les organes de voisinage que sont la vessie et le rectum. Et donc c'est la première cause de douleur pelvienne chez la femme, chronique, et c'est une des premières causes de problèmes de fertilité par le fait que ça crée un climat inflammatoire et d'adhérence. J'espère avoir fait simple. Alors, on va avoir la vulgarisation par Fanny. Alors, moi, ce que je dis en consultation, c'est qu'en gros... je sais pas si c'est pas... Ah, oui. Ouais, oui. Donc, en gros, l'utérus, c'est une sorte d'appartement. Il y aurait un papier peint, qui est l'endomètre. Et que... Donc chaque mois, là, avec l'ovulation, il y a la possibilité qu'il y ait quelqu'un qui s'installe dans l'appart. Si c'est pas le cas, le papier peint il tombe, c'est les règles. Voilà. Donc ça c'est quand ça fonctionne correctement. Et puis quand
Donc, comme a dit Benjamin, les cellules qui sont donc l'endomètre peuvent se retrouver en dehors de la cavité utérine, donc dans l'abdomen. Et donc ça, c'est comme si l'appartement était dans un immeuble et qu'il y avait du papier peint qui se mettait dans les couloirs absolument partout. Et le problème de ce papier peint-là, c'est qu'il réagit comme les cellules qui sont à l'intérieur de l'utérus, donc comme l'endomètre. Eh bien, elles font leur job de cellules endométriales, elles se multiplient sous l'influence des œstrogènes. Et donc, après, elles ont une capacité à se multiplier. Et le problème, c'est que quand il n'y a personne qui s'est installé dans l'appartement là, et qu'il va y avoir les règles, elles ne peuvent pas partir. Et elles continuent à proliférer, à faire mal. Et effectivement, ça crée un état inflammatoire local qui va faire que ça peut amener à ce qu'on appelle les douleurs pelviennes chroniques, qui sont des douleurs qui, en pratique, correspondent à une inflammation, notamment des nerfs qui sont sous ces cellules, au niveau notamment de ce qu'on appelle un tissu qu'on appelle le péritoine, qui est une sorte de gendarme de l'abdomen qui est là pour dire attention les gars, il y a un problème. Alors il n'aime pas le sang, le péritoine, il n'aime pas quand il y a des bactéries, donc une inflammation. Pour ce qui est du sérum, ça va à peu près, mais voilà, en gros, il n'aime pas non plus tout ce qui est digestif, les selles, quand il y a des perforations. C'est lui qui explique qu'il y a un problème. Et donc, en gros, il est stimulé tout le temps. Et c'est ça qui va donner des douleurs. Et après, c'est les nerfs qui partent en sucette. Et là, ça devient très compliqué parce que les nerfs, c'est compliqué. C'est pas du tout les mêmes. Normalement, c'est pas les mêmes produits qui sont utilisés pour diminuer la douleur neurogène. Et voilà, donc c'est des choses qui sont assez spécifiques. Est-ce que vous avez tous et toutes compris ce qu'est l'endométriose? Si vous n'avez pas compris, levez-vous comme ça. Moi, je veux savoir combien de personnes n'ont pas compris. Et il n'y a pas de honte. Ok, vous avez été super clair. Génial. Alors, est-ce qu'on peut juste rappeler de manière hyper succincte les symptômes? On l'a un peu évoqué, mais comme ça, on fait bien la photographie de l'endométriose. Les symptômes de l'endométriose. Les 5D dont on vous a parlé là tout à l'heure, donc dysménorrhée, douleur. La vessie est devant, donc douleur à la vessie. Derrière, ici, vous avez un espace qui s'appelle le cul-de-sac de Douglas. En fait, c'est l'espace qui est le plus profond au niveau de la fin du ventre, quoi. Et cet espace, avec le péritoine qui recouvre, c'est une zone naturelle où il y a tout qui se met. Donc, quand par exemple vous avez une infection, le pus il se met dedans quand il y a une péritonite. Quand il y a de l'endométriose, ça se met aussi bien là-dedans parce que c'est une zone déclive. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de situations d'endométriose où le sang il se met ici et où le rectum qui est juste derrière est contaminé par ce sang et ce tissu endométriosique. Donc, hop, voilà pour l'anatomie. Notre utérus s'en va. L'utérus s'en va, voilà. Donc là, je vous refais un petit coup d'anatomie tant que j'ai la mascotte avec moi, avec le vagin qui est ici, l'endomètre dont on vous a parlé. Après, je vais vous parler un peu des différentes pathologies. Finalement, le noir, ici, que vous voyez, c'est le tissu endométriosique qui, au lieu d'être dans l'endomètre, se retrouve en position ectopique, c'est-à-dire à l'extérieur. Et à l'extérieur, ça peut être dans la paroi de l'utérus, c'est l'adénomiose. Ça peut être dans la trompe, ça fait un hématosalpinx. Ça peut être aussi dans l'ovaire. L'ovaire, c'est ici. La trompe et les ovaires, ce sont les annexes. C'est ici en blanc. Et c'est là que vous pouvez avoir les fameux kystes endométriosiques qu'on appelle endométriome. Allez-y pour l'endométriose, et puis après je fais l'adénomiose et les fibromes. Sur les symptômes, on a été assez exhaustif. On est bien sur l'endométriose, non? Ouais, parce qu'on en a plein d'autres, des maladies. Non, mais quel que soit le type de maladie, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on voit ça de façon figée. Chacun est bien séparé, chaque structure est bien séparée les unes des autres. Et en pratique, tout est très intimement lié. C'est-à-dire que le digestif, il est contre l'utérus, qui est lui-même contre la vessie. Donc quand il y en a un qui s'inflamme, globalement, ça irrite aussi les autres. Et on n'est pas du tout chacun dans son coin. Et c'est ce qui explique aussi les douleurs, quelles qu'elles soient, et le fait que ça puisse être un peu compliqué des fois de savoir quel est le point de départ, en fait. Ce qui est difficile dans les symptômes et le diagnostic, c'est bien comprendre que l'endométriose est une maladie gynécologique, mais les symptômes ne sont pas uniquement gynécologiques. Et donc c'est là dans la difficulté. Il y a des patientes qui n'ont que des symptômes digestifs, ou des patientes qui n'ont que des symptômes urinaires, elles n'ont que des douleurs quand elles vont uriner. Et donc c'est là où va être difficile le diagnostic. C'est une pathologie multi-organes d'origine gynécologique, donc des symptômes qui sont très hétérogènes. Et juste pour clore
sur l'endométriose. C'est environ une femme sur 7 ou 8, c'est ça, Marlène? C'est ça, hein, donc ça concerne quand même pas mal de femmes et personnes menstruées. Merci. On passe à l'adénomiose. Je crois que c'est un peu sa cousine à l'endométriose. Voilà, alors, donc l'adénomiose, elle va être ici figurée en noir. Donc vous avez le tissu endométriosique qui va aller dans la paroi musculaire. En fait, c'est un reflux de l'endomètre à l'intérieur du myomètre. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça va faire grossir l'utérus. Et puis à chaque règle, ces petits foyers d'endométriose à l'intérieur du muscle utérin, ils vont sécréter du sang, donc ça va faire gonfler l'utérus. Donc dysménorrhée. Très importante pendant les règles. Mais finalement, ce sang, il ne se vidange pas bien. Donc, il reste un peu en stagnation, ce tissu, en dehors des règles. Donc, l'utérus reste gros et les femmes sont douloureuses. Elles ont des douleurs chroniques. Elles ont parfois des pesanteurs à la vessie, au rectum. Et puis, elles ont également des douleurs aux relations, forcément, parce que quand on bouge cet utérus par les relations qui arrivent ici, forcément, il y a une mobilisation utérine et cette mobilisation est douloureuse. En termes de symptômes, c'est assez similaire à l'adénomiose et l'endométriose. À peu près, sauf que là, on va rajouter les ménorrhagies, c'est-à-dire les règles augmentées en abondance et en durée la plupart du temps. Parfois métrorragie, c'est-à-dire des saignements entre les règles, mais c'est surtout les grosses règles. Donc là, il va se passer quelque chose en termes de durée et d'abondance des règles. Est-ce qu'on a un chiffre en nombre de femmes atteintes en France ou... Non, on n'a pas. On n'a pas. Ouais, okay. On pense qu'il y a à peu près 20% des femmes qui ont de l'adénomiose. C'est très très fréquent entre 40 et 50 ans, à la limite plus qu'entre 20 et 30. Et certains même parlent que c'est finalement un processus de vieillissement naturel de l'utérus, c'est-à-dire qu'en fait toutes les femmes elles peuvent avoir de l'adénomiose. Et le problème c'est qu'il y en a qui s'en plaignent et d'autres qui s'en plaignent pas. Alors là c'est un peu compliqué. Si par exemple on fait une échographie pour regarder les ovaires, et qu'on trouve de l'adénomiose chez quelqu'un, chez une femme qui peut ne se plaindre de rien du tout. Dans ce cas-là, on laisse tranquille. On n'a pas besoin de traiter systématiquement. D'accord. Là, c'est plus complexe. Est-ce que sur l'adénomiose, il y en a qui n'ont pas compris? Et encore, on va refaire le jeu. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez vous lever et il n'y a aucune honte. C'est OK. On pourra reclarifier. OK, vous avez vraiment tout compris, vous êtes très timide. Alors, tiens, on va réessayer. Qui dans le public sait ce que c'est le SOPK et pourrait l'expliquer, pourrait définir le SOPK? Levez-vous si vous pouviez. Oh, je ne sais plus parler. Levez-vous si vous ne vous sentez pas capable d'expliquer le SOPK. Ah bon, ok, vous n'êtes pas endormi. Non, ça va mieux. Merci. Le syndrome des ovaires polykystiques. Est-ce que Emeline, tu veux nous expliquer ce que c'est? Et pardon, tout à l'heure, je crois que je t'ai appelé Kelly parce qu'après, je reçois Kelly qui travaille avec toi. J'ai interverti. Est-ce que tu peux nous expliquer cette maladie? Évidemment, je vous laisserai compléter. Alors, le syndrome des ovaires polykystiques, un peu comme l'endométriose, n'a pas que des symptômes gynécologiques. C'est ce qui peut amener une difficulté de diagnostic, au-delà aussi du fait que finalement, des fois, c'est un peu la patiente qui qui s'empêche elle-même et qui ne va pas parler de ces symptômes, ou bien tout simplement les symptômes comme la chute de cheveux qui est liée à l'hyperandrogénie, l'acné, les fluctuations de poids. On ne va pas tout de suite faire tilt et comprendre que tous les symptômes ensemble, tout le groupement de symptômes, ça peut effectivement se dire oui, ça peut être le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, comme c'est une pathologie endocrinienne, à la base de tout ça, il y a un dysfonctionnement en fait au niveau de la glande de l'hypophyse. Ce qui amène aussi des difficultés de fonctionnement des ovaires. Donc, ce qui se passe concrètement, c'est qu'au moment de l'ovulation, en fait, il y a un follicule qui va sortir des ovaires et qui ne va pas continuer son chemin comme il devrait. Il va rester bloqué un peu sur l'ovaire. Et chaque mois, ça va faire ça. Le follicule va rester sur l'ovaire et se bloquer. Donc, ça s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques, mais justement, l'appellation peut mener à confusion, puisque justement ce sont des follicules de développement inachevé, et en fait l'ovaire va grossir, ça va s'accumuler un peu comme une petite grappe de raisin, et les ovaires peuvent faire jusque parfois 3 fois leur taille normale si on laisse la situation s'empirer. Au niveau des symptômes, bien sûr, du coup il y a des douleurs pelviennes, mais pas que. À cause du dérèglement hormonal, on peut présenter des signes d'hyperandrogénie qui vont être l'hirsutisme. L'hirsutisme, c'est une hyperpilosité. Donc pas juste j'ai des poils sur les jambes, c'est-à-dire on peut avoir des poils sur le torse, ici au niveau des joues, sur les épaules, enfin des poils à des endroits où on estimerait qu'on ne devrait pas en avoir, typiquement. L'acné, forcément, les chutes de cheveux qui peuvent être importantes, c'est l'alopécie androgénique. Et puis également, il y a des symptômes métaboliques
puisque ça peut entraîner une résistance à l'insuline qui peut parfois conduire au diabète, des fluctuations de poids, donc perte ou prise de poids inexpliquée, fatigue chronique, migraine. Et voilà, c'est des symptômes qui, finalement, quand on les prend un par un, on peut les attribuer à d'autres causes. La chute de cheveux, ça peut être c'est l'automne, mais bon, finalement, voilà, la chute de cheveux continue et on arrive au mois de mars, c'est le printemps, on est toujours en train de perdre autant de cheveux. Là, il faut se poser des questions et d'où l'importance, on en a parlé tout à l'heure, de bien noter tous les symptômes, tout ce qu'on ressent pour préparer le rendez-vous. Comme l'a dit le professeur Brun, ça aide énormément les professionnels de santé qui nous accompagnent à voir le curseur un petit peu où on en est avec son SOPK, qui est une pathologie chronique et évolutive. Donc, ça peut aller mieux, ça peut aller moins bien et ça évolue avec le temps aussi. Oui, ce que tu expliquais quand on préparait la table ronde, c'est que aussi on n'a pas les mêmes symptômes au cours de sa vie. Il y a vraiment des phases. Est-ce que tu peux expliquer peut-être quelques symptômes que toi tu as eu au début et là plutôt plus récemment? Effectivement, moi j'ai eu la grande chance d'être diagnostiquée très très tôt. Donc au moment de mon diagnostic, j'avais une prise de poids très importante. Je souffrais d'hirsutisme, d'acné, de chute de cheveux, enfin le trio infernal de l'hyperandrogénie. C'est des symptômes que j'ai plus aujourd'hui, par exemple, puisque mon poids s'est stabilisé. J'ai toujours des épisodes de chute de cheveux qui sont moins importants. Par contre, j'ai des douleurs pelviennes, des migraines et la fatigue chronique que j'avais pas à 20 ans qui sont apparus plus tard dans ma vie. Voilà. Les symptômes ont évolué. Après, on sait aussi qu'au moment de la ménopause, ça peut partir un peu en syndrome métabolique, si toute la partie résistance à l'insuline n'est pas prise en charge et surveillée. Et d'où l'importance, nous on le répète sans cesse aux patientes, c'est de consulter, d'être prise en charge par un gynécologue et un endocrinologue, à minima une visite par an chez chaque spécialiste pour le suivi du syndrome des ovaires polykystiques. Est-ce que vous voulez compléter certaines choses? Je trouve que c'est assez complet. Ouais, professeur Brun? Il faut savoir que c'est un diagnostic qui n'est pas si facile à porter que ça pour les médecins et qu'il y a eu, par contre, là, beaucoup de pagaille dans la dénomination du SOPK. Moi, quand j'ai démarré médecine, ça ne s'appelait pas SOPK, ça s'appelait syndrome de Stein-Leventhal. Puis après, ça a changé. Voilà. Donc, il y a eu pas mal de choses. Et surtout, le diagnostic, il est établi maintenant sur 3 critères. Donc, on a essayé, avec des conférences de consensus, avec beaucoup de spécialistes, d'endocrinologues, gynécologues et autres, qui se sont réunis pour essayer de mettre un peu de l'ordre dedans et définir quelle est cette entité. Maintenant, on est à peu près tous d'accord, depuis une conférence dite de Rotterdam, où se réunissent régulièrement les Hollandes tous les 10 ans pour affiner le diagnostic, en disant il y a les problèmes d'ovulation, il y a les problèmes d'hyperandrogénie avec le virilisme, etc. Et il y a le diagnostic qui doit être fait par les échographistes pour faire le diagnostic des OPK. Et là aussi, pareil, les échographistes n'étaient pas d'accord. Ils disent, OK, d'accord, les ovaires, ils sont gros, il y a beaucoup de follicules, mais combien? À quel seuil on met? 12, 20, 19. Alors tout ça, ça a été des discussions terribles. Donc vous voyez que le diagnostic, il n'est pas évident. Et là-dessus, on dit, il faut, sur les 3 critères, est-ce qu'il faut qu'ils soient tous présents les 3, ou un seul suffit, ou 2? Voilà. Et maintenant, on dit, oui, 2 sur les 3, c'est pas mal. Donc, si vous commencez à effectivement avoir un diagnostic qui n'est pas très précis, forcément derrière, le médecin généraliste ou la sage-femme qui a une formation un peu transversale, elle va avoir du mal à porter le diagnostic. Donc on se retrouve avec une certaine détresse vis-à-vis des patientes qui voient qu'elles ont des problèmes. Et là, il y a un problème d'écoute. Mais il y a un problème d'écoute et de diagnostic qui est fait parce que le diagnostic est encore moins codifié. Enfin, il commence à être mieux maintenant, mais il y a encore un peu du travail à faire pour que les spécialistes soient sensibilisés à ce problème. Et alors, je rappelle que ça toucherait une femme sur 7 en France. Les statistiques ont évolué, puisqu'il y a quelques années, c'était 1 sur 10. Ce qu'on disait là en préparant, c'est qu'aux États-Unis, on serait à 1 sur 5. Donc, le facteur environnemental, notamment, et d'hygiène de vie est quand même super important. On y reviendra tout à l'heure. Je voulais préciser aussi, je crois qu'il y a la question de l'infertilité qu'on n'a pas trop évoquée, à la fois sur l'endométriose et sur l'adénomiose. Ce sont des maladies qui sont aussi souvent diagnostiquées parce qu'elles provoquent l'infertilité chez de nombreuses femmes. Je crois que c'est 70% dans le cadre du SOPK. Pour l'endométriose, vous avez un chiffre On n'a pas de chiffre à quel point l'endométriose rend infertile. Par contre, on estime que chez une patiente infertile, on a entre 30 et 40% de patientes avec de l'endométriose. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Et je préciserai qu'on peut avoir un SOPK et une endométriose.
On peut cumuler. Tout à fait, ce qui n'est pas rare. C'était une question qu'on se posait en préparant. Eh bien, super. Et puis c'est compliqué de définir ça, notamment dans l'endométriose, puisqu'il y a des patients qui vont avoir de l'endométriose et finalement des symptômes assez sourds et qui vont tomber enceintes sans problème et pour lesquels on ne va pas forcément faire le diagnostic d'endométriose. Il y a quand même pas mal de situations, notamment dans le cas des ligatures de trompe, où il y a des dames qui ont de l'endométriose et pour lequel ça n'a jamais été diagnostiqué, quoi. Alors, je voulais qu'on parle aussi du fameux syndrome prémenstruel, qui est un sujet qui revient de plus en plus, qu'on voit beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux, le fameux SPM. Il y a un compte qui s'appelle SPM ta mère, vraiment où les femmes se plaignent de ce fameux SPM, syndrome prémenstruel. Est-ce qu'on pourrait définir ce qu'est le syndrome prémenstruel? Est-ce que c'est une pathologie en soi, le syndrome prémenstruel? Ou c'est un signe? Ne vous battez gentil, pas. ça. On a 3 gynécologues. Le Ne vous syndrome battez pas. prémenstruel. Alors, le syndrome prémenstruel, c'est tout un cortège de signes, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément des problèmes gynécologiques et qui sont liés à un phénomène juste avant les règles où la progestérone n'est pas assez suffisante. Alors là, il faut reprendre le cycle menstruel. Nos petits ovaires, ils sont là. Ils sécrètent les hormones. En première partie du cycle, après les règles, ils sécrètent des oestrogènes essentiellement. Et puis après, une fois que l'ovulation s'est faite, s'il n'y a pas de nidation, il y a le corps jaune qui sécrète de la progestérone. Et cette progestérone, elle est très importante pour équilibrer le cycle. S'il n'y a pas assez de progestérone, si l'ovaire il est un peu fainéant pour la sécréter en deuxième phase de cycle, on se retrouve avec trop d'œstrogènes, ce qu'on appelle l'hyperœstrogénie relative. Et ça, on l'a ça dans le syndrome des ovaires polykystiques. Les problèmes d'ovulation font qu'il y a trop d'œstrogènes. Et une femme qui est agressée en permanence par l'œstrogène, ça ne lui fait pas du bien. Ça fait toutes les pathologies gynécologiques qui sont contrebalancées par la fabrication de progestérone. Alors, le syndrome prémenstruel, ça s'associe à ça. Alors, on peut l'avoir, l'insuffisance, ouais. Le syndrome prémenstruel, on peut l'avoir soit isolé, soit associé à d'autres pathologies. Alors, ça fait un œdème, essentiellement. Ça peut faire un œdème des jambes. Ça peut faire donc des douleurs. Ça peut faire des migraines. Ça peut faire des troubles digestifs. En fait, il y a tout un tas de symptômes, un malaise du corps lié à finalement plutôt un œdème et des troubles de la vascularisation. Donc là, on n'est pas que sur la gynécologie, on est sur la prise en charge complète du corps humain qui est un peu en détresse et se manifeste. Voilà. Si on ne pose pas les bonnes questions, savoir est-ce que ça va bien avant les règles et est-ce que c'est soulagé un petit peu en partie par les règles, etc., finalement, on ne fait pas bien le diagnostic. Donc ça, c'est la question. L'interrogatoire, il est important. Et il y a aussi des variations d'humeur associées? Les douleurs, ce qu'on appelle les mastodinies, les douleurs des seins. Ouais. Donc ça, ce sont des signes. Est-ce que quand j'ai un syndrome prémenstruel, donc ces douleurs, ces symptômes, c'est un motif de consultation? Est-ce qu'il faut que j'aille consulter? Finalement, c'est plutôt plus souvent un motif de plainte plus que d'autres symptômes qu'on a évoqués, où les patientes vont s'en plaindre beaucoup plus facilement. Je pense que c'est plus facile d'en parler, notamment sur la variation de l'humeur, sur la tristesse ou l'agressivité, l'irritabilité, la réaction aux émotions qui n'est pas toujours évidente. Et ça, souvent, les patientes vont en parler. Après, est-ce qu'il faut considérer comme pathologique ou comme lié à une maladie? Je pense que non. Il y a des variabilités interindividuelles sur les bouleversements hormonaux, sur la chute précoce de certaines hormones ou l'insuffisance de certaines hormones qui ne sont pas forcément considérées comme une pathologie à traiter forcément par une pilule en continu pour changer complètement cette variation. On peut dire que c'est des pics et des creux, hein, on va l'appeler comme ça. Donc le fait de mettre une pilule en continu, ça gomme ces pics et des creux, mais ça crée d'autres effets indésirables, parfois négatifs aussi sur l'humeur. Donc je ne pense pas qu'il faille le considérer comme une pathologie à traiter médicalement tout le temps. Et je pense que c'est là où sont la place de médecine un peu complémentaire pour gérer cette phase un peu difficile. D'ailleurs, on terminera la journée par une table ronde flux détendu, comment mieux vivre son cycle, où on verra comment justement accompagner ces fluctuations hormonales qui sont en fait normales dans la plupart des cas. Donc, parce qu'effectivement, on n'est pas toutes malades ou on n'a pas toutes des pathologies. Hein. Faut quand même là, effectivement, on est dans le cœur du sujet pathologie, mais
Il y a aussi des choses normales, donc on verra comment accompagner ça tout à l'heure. Vous vouliez rajouter quelque chose, professeur Brun? Je voyais un mouvement de tête, non? C'est la physiologie. Prenez le micro. Non, ça va. C'est bon? Sur le SPM, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris? On est vraiment super clair, c'est chouette. On va parler du fibrome. Je passe au spécialiste. Oh, spécialiste. Tu connais Professeur aussi, Brun. Alors, le fibrome, là, cette fois, on est toujours sur l'utérus, c'est-à-dire que le myome, ou qu'on appelle aussi myome, et le fibrome est développé à partir du tissu musculaire lisse de l'utérus. Donc, le tissu musculaire lisse de l'utérus va fabriquer une boule. C'est un processus bénin. Et cette boule, elle va soit rester à l'intérieur de l'utérus, là vous avez un exemple blanc ici, ce qu'on appelle un myome interstitiel, soit elle va se développer à l'extérieur de l'utérus pour faire une autre boule, une petite oreille par exemple, on n'a pas ici, ça s'appelle un myome sous-séreux, soit elle se développe à l'intérieur de la cavité utérine, et c'est un myome sous-muqueux. Donc en fait, le myome utérin, c'est très polymorphe, vous avez plusieurs types de myomes. Et c'est important de le savoir parce que vos symptômes, ils vont être fonction de la direction de la prolifération du fibrome. Un utérus qui présente plein de fibromes à l'intérieur, ça va le faire grossir, ça va faire un poids. Ça ne sera pas forcément très douloureux, ça ne sera pas forcément très hémorragique, mais ça peut. Si par exemple vous avez une boule qui se forme au-dessus de l'utérus, eh bien, ça peut faire des douleurs, surtout si c'est une boule qui a un pédicule, ça peut bouger et tourner et ça peut se faire une torsion. Mais ça ne fait pas d'hémorragie. Si par exemple vous avez par contre un myome sous-muqueux qui se développe à l'intérieur de la cavité utérine, tout ce qui développe à l'intérieur de la cavité utérine, que ce soit un polype ou un myome, un fibrome, ça fait des hémorragies. Et donc du coup, il faut savoir que les symptômes, ils sont assez différents. Et enfin, il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes, 80%, qui ont des fibromes sans avoir de douleur, de saignement, de pesanteur. Et donc là aussi encore, il ne faut pas non plus... il ne faut pas banaliser, mais il ne faut pas faire trop d'actions, d'investigations si on trouve des fibromes chez quelqu'un qui ne se plaint de rien. Oui, puis les saignements, contrairement à l'adénomiome, dans le cadre du fibrome qui est dans l'utérus, souvent, il n'y a pas plus de douleur que ça. Par contre, les saignements peuvent être importants, abondants, mais il n'y a pas forcément de douleur. Est-ce que tout le monde a compris ce qu'était un fibrome? Ceux qui n'ont pas compris peuvent se lever. La boule blanche. Ils comprennent tout, hein, ils sont parfaits. Oui, la mascotte. Elle a un prénom, cette mascotte? Louise. Louise Terrus. Voilà, on vous présente Louise. On ne l'a pas mise sur la diapo, on la rajouterait la prochaine fois. On va passer au cancer du col de l'utérus. Et je vais repasser la parole au professeur Brun. Benjamin, tu veux que je fasse le col? Ah bah oui. Alors le col de l'utérus, donc il est là. Ah, Fanny aussi, elle connaît bien le col. Bon. Le col de l'utérus, il est là. Et on sait maintenant depuis 20 ans que le cancer du col de l'utérus, il est lié à une infection. Et cette infection, c'est le papillomavirus, pour lequel maintenant il y a une vaccination. Donc il n'y a pas de cancer du col ni de lésion précancéreuse sans infection à papillomavirus. Alors là où c'est un peu compliqué, c'est que toutes les jeunes femmes au début de leur activité sexuelle sont exposées au papillomavirus. Alors celles qui sont vaccinées sont protégées, mais vous savez qu'en France, la vaccination contre le papillomavirus, ça ne marche pas très bien. On a à peu près 25% à tout casser de femmes qui sont protégées. Et celles qui ne sont pas protégées, elles vont être exposées à l'infection au papillomavirus, mais elles ont des phénomènes d'élimination virale grâce à leur immunité qui est souvent très bon, et elles vont éliminer le papillomavirus, et donc si elles éliminent, elles ne vont pas faire de lésions précancéreuses. Donc nous, on est intéressés pour essayer de cibler, de dépister celles qui vont fixer le papillomavirus et qui sont à risque de développer des lésions précancéreuses. Donc pour ça, vous avez des techniques de dépistage qui consistent à faire des frottis. Alors jusque-là, on faisait des frottis en recherchant s'il y avait des anomalies cellulaires au niveau du col de l'utérus précancéreuse. Maintenant, on va directement faire des tests papillomavirus, des tests viraux. Soit on l'a pas et on est tranquille et on fait un contrôle tous les 5 ans. Soit on l'a et on regarde les cellules du col. Si les cellules du col sont anormales, on fait un examen du col approfondi qui est fait par un gynécologue qui s'appelle une colposcopie et qui nous permet de faire des biopsies.
Alors l'état des lieux en France, c'est il y a très peu de cancers du col en France. Il y en a 3000 chaque année, c'est très peu. Par contre, il y a beaucoup de lésions précancéreuses. Il y en a environ 60 000, dont la moitié sont traitées par des conisations qui consistent à enlever un petit bout de col. Et c'est ce qui se passe en France, donc beaucoup de lésions précancéreuses, peu de cancer. Et il faut savoir que les lésions précancéreuses, elles ne font pas saigner, elles ne font pas de douleur. Donc c'est l'examen de dépistage chez le gynécologue qui va vous les dépister et faire le diagnostic. Voilà. J'ai une question de clarification. Si Juste. ça fait saigner, c'est que c'est très avancé quand même. Le saignement, c'est déjà le cancer Ouais. invasif. J'avais cru comprendre, mais c'est peut-être moi qui me trompe, que tous les types de cancer du col de l'utérus n'étaient pas couverts par le vaccin. En fait, le vaccin, en gros, si je ne me trompe pas, le virus, le papillomavirus, il y en a 200, 300 cousins à peu près dont on a connaissance. Et en fait, le vaccin, jusque-là, il y en avait ce qu'on appelle un quadrivalent qui agissait contre les deux plus embêtants, qui sont le 16 et en fait, c'est des numéros, le 16 et le 18. Et le 6 et 11, c'est ceux qui donnent ce qu'on appelle les condylomes, les petites verrues, en lien avec le papillomavirus. Et là, il y en a un nonavalent. C'est ça, Non-avalent. voilà, non-avalent, donc qui agit contre 9 papillomavirus, dont les 4 qu'il y avait déjà initialement. Mais il reste tous les autres, qui sont moins virulents. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à être dépisté, malgré tout, malgré le fait d'avoir été vacciné. Alors justement, on en parlait avec l'équipe en préparant la table ronde. Il n'y a pas que les femmes qui ont des papillomavirus. En gros, il faut comprendre que quel que soit le type de germe, on est tous exposés à des bactéries, à des virus, toute notre vie, tout au long de notre vie, depuis le début. Et on ne va pas forcément, en fonction de notre immunité, on ne va pas forcément y être sensible. Et il va y avoir des moments de vie où l'immunité est potentiellement en berne, entre guillemets, et donc là, on va moins bien se défendre. Et c'est là où les virus, notamment, peuvent être en mesure d'envahir notre corps. Voilà. Et sachant que le col de l'utérus, pour ce qui est du papillomavirus, il y a le col de l'utérus, la marge anale et aussi au niveau de ORL, qui vont être des zones qui vont être plus en mesure, en cas d'immunité moindre, d'être sensibles à ce type de virus, et notamment quand il y a des patientes, on va parler des patientes là en l'occurrence, qui sont atteintes du VIH ou qui ont des traitements immunosuppresseurs, elles ont un suivi beaucoup plus marqué par rapport au risque par rapport au cancer du col notamment et à l'atteinte du papillomavirus. Je rebondis juste sur ce que vous avez dit. Ça touche aussi les hommes. Et on est en train d'augmenter on voit qu'on augmente le risque de cancer par les rapports urogynécologiques, enfin urobucaux en tout cas. Il y a de plus en plus, a priori, nos amis ORL disent qu'il y a de plus en plus de cancers de la langue, de l'amygdale, liés aussi à l'HPV. Et je ne suis pas sûr, mais je pense que la vaccination a été ouverte aux garçons dernièrement. Depuis le 1er janvier. Voilà. Super. C'est pas mal. Oui, c'est une maladie qui est sexuellement transmissible, on ne l'a pas dit. Mais je répète encore qu'on est à la limite du sujet. Parce que si on parle de règles et de douleurs, j'insiste encore une fois pour dire que toutes ces lésions précancéreuses qu'on dépiste ne sont pas douloureuses, ne sont pas hémorragiques, et elles ne font aucun signe. Pas de brûlure, pas de perte, pas de douleur, pas d'hémorragie. On est dans le dépistage. Oui, je trouve qu'il y a quand même pas mal de patientes qui se plaignent, et probablement liées au fait que l'immunité agit au niveau local et au niveau du col, et qui ont des douleurs pendant les rapports, et qui en fait ont un papillomavirus. Enfin, moi, mais qui n'est pas forcément, il n'y a pas forcément eu d'atteinte au niveau frottis du terme, mais par contre, qui est une infection, enfin une action locale de l'immunité et qui fasse que ce soit plus sensible. Je pense que ça, enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression. Juste avec un portage HPV 16 Ouais. asymptomatique. Pas forcément HPV 16, mais HPV ouais. non condylomateux. Ouais. On a On n'est pas toujours d'accord. Ah les bah, docteurs, hein. mais tant mieux, Mais c'est je comme crois ça qu'on qu'il y a avance. aussi les messages à faire passer aussi. C'est que douleur, hémorragie, on est d'accord quand même de façon éducative, c'est pas associé au papillomavirus à titre systématique. Hein, voilà. Est-ce que sur le cancer du col de l'utérus et le papillomavirus, tout le monde a compris? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris? Si oui, levez-vous. Toujours très bien.
Ok. Est-ce qu'on a parlé de... Ah, pardon. Ah. Alors, on va vous faire passer un micro. Comme on enregistre en même temps, comme ça on entend bien votre question. Merci Charlotte. J'ai juste une question. À partir de quel âge on commence à être dépisté par frottis, du coup, pour le papillomavirus? Ça démarre à partir de 25 ans ou à l'âge des premiers rapports. Ok. Non, enfin, on va dire que ça correspond à 25 ans. Pourquoi? Parce qu'en amont, l'immunité est considérée comme plus efficace et en aval, commençant à être un peu moins efficace. Ok. Oui, et puis surtout, il ne faut plus vous embêter trop. Vous allez recevoir des convocations de la part du centre de dépistage de Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on met en place en ce moment le dépistage organisé du cancer du col, au même titre que le sein et du côlon. Et donc, toutes les femmes de 25 à 65 ans vont être éligibles. Et donc, vous allez recevoir, si ce n'est pas déjà fait, une petite convocation, une petite lettre. Vous ne la jetez pas à la poubelle, vous la gardez, il y a des étiquettes, et vous allez voir un praticien, une sage-femme, un gynécologue, n'importe qui peut faire un prélèvement pour pouvoir analyser le virus pour les plus de 30 ans et les cellules pour les 25-30. Alors, on a encore 1 million de choses à dire et j'avais plein de questions à vous poser, mais le temps va nous obliger à bientôt arrêter et je veux quand même pouvoir donner la parole à la salle s'il y a des questions. On a évoqué beaucoup de pathologies, plein de choses. Alors, après, on va parler de comment on vit bien avec. On espère qu'on ne vous a pas trop plombé le moral. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser à nos intervenantes et intervenants? Et Charlotte va vous faire passer le micro. Merci. J'ai une question. Si on a déjà eu une conisation, est-ce qu'il faut continuer à se faire dépister régulièrement? Est-ce que ça peut entre guillemets revenir, quoi? Alors oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait une conisation, on enlève les conséquences, mais pas la cause. Et la cause, c'est le papillomavirus, avec son interaction sur un tissu qui, quand on enlève un morceau de colle, derrière, il y a toujours du col. Donc ça veut dire qu'il y a toujours une potentialité que le papillomavirus, soit ce soit le même qui continue son travail, soit qu'on ait fini, parce que l'immunité à ce moment-là arrive souvent à reprendre le pas et donc on est tranquille pendant un moment, mais et donc on peut ne jamais avoir plus aucun souci, mais il peut y avoir des situations aussi souvent en lien avec l'immunité, la fatigue, ce genre de choses, où un nouveau papillomavirus peut poser souci. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on va forcément avoir de nouveau une lésion. Mais voilà, il faut continuer à être suivi, oui. Et là, pour la conisation, ça veut dire derrière, il y a une lésion importante, une lésion de haut grade, précancéreuse. Et donc, on a des études épidémiologiques qui montrent que le risque de récidive, il est toute la vie. Donc, on ne s'arrête même pas à 65 ans. On continue son suivi tout le temps parce que c'est une situation particulière. Là, maintenant aussi, depuis 2019, les référentiels ont changé. C'est test papillomavirus. Soit vous êtes porteuse, effectivement, vous êtes suivi régulièrement tous les ans, soit vous n'êtes pas porteuse, vous êtes suivi tous les 3 ans, parce qu'une fois que le virus est éliminé, quand même, on est plus tranquille sur le risque de récidive. Alors, on va prendre d'autres questions. J'ai oublié de préciser le cadre pour les questions, qui me semble très important. On va éviter de faire du cas par cas. Alors, ce n'était pas le cas, évidemment, mais voilà, l'idée, c'est de poser des questions plutôt générales pour rester vraiment dans la confidentialité aussi de chacun et chacune. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste ici. Si on a déjà été vacciné pour le papillomavirus, mais dans les premières années, on va dire, où il a été lancé, ça veut dire qu'on est protégé donc contre deux types de cancers. Est-ce que si on veut être protégé plus, est-ce qu'on se refait vacciner? Comment ça se passe? Alors, on est protégé pour le premier vaccin pour 2 types de virus oncogènes et 2 types de virus non oncogènes. Donc, les premiers vaccins, c'était juste HPV 16 et 18, mais c'est important parce que l'HPV 16, c'est vraiment parmi les 200, c'est vraiment notre ennemi public. C'est lui qui fait. Il est présent dans 2 tiers, 3 quarts des lésions précancéreuses et des cancers. Alors, cet HPV 16, on le trouve dans les cancers du col, mais également de la vulve, l'ORL, etc., et l'anus. Donc,
c'est vraiment lui qui est là. Alors, est-ce que la vaccination est efficace toute la vie? On vaccine depuis 2005, donc on a maintenant 15 ans de recul. Et pour l'instant, il n'est pas nécessaire de faire des rappels. On a des taux d'anticorps qui sont hauts avec la première génération de vaccins. La deuxième génération de vaccins, il y a plus de papillomavirus, mais par exemple pour l'HPV-16, l'adjuvant et les taux d'anticorps, taux d'antigènes qui sont dedans ont été doublés. Alors il va être encore plus efficace sur la durée, a priori, avec des taux d'anticorps plus longs, et puis également plus efficace sur le panel de... Voilà. Okay. Donc il faut retenir que pas de rappel, mais ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'on n'a pas droit à la surveillance. Il faut faire la surveillance quand même. Bien sûr. Autre petite question, du coup. Juste, attendez, je veux bien reclarifier, parce que votre question, elle portait sur le fait, est-ce qu'on peut finalement faire le deuxième type de vaccin en complémentarité pour être protégé sur les autres souches ou pas? Non, c'est pas recommandé. Je voulais clarifier. Les plus importants, vraiment, c'est le 16 et 18, et dans le premier, dans le quadrivalent, on y est. Donc, Vous aviez une autre question? C'était pour savoir sur les frottis, en fait, qu'est-ce on va regarder que le cancer ou est-ce qu'on va regarder d'autres choses avec un frottis? Alors, on regarde la façon dont les cellules, alors déjà on regarde s'il y a la présence ou pas du papillomavirus, on regarde la modification de l'ADN des cellules sous l'influence du papillomavirus et la façon dont cette modification est importante ou pas, c'est ça qui est le plus important. Et après, il va y avoir notamment des bactéries qui peuvent être décelées dans le cadre de cet examen. Après, des mycoses, des bactéries, c'est principalement ça. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, si ce qui est recherché, c'est principalement maintenant le papillomavirus dans le tout venant. Donc, auquel cas, en fait, le frottis, c'est à la fois le fait de frotter le col pour faire le prélèvement et le mettre dans un milieu liquide qui sera analysé, et c'est aussi le fait de faire l'analyse en elle-même des cellules. Et dans ce qui sera actuellement, ce qu'on va considérer comme le frottis, c'est le même geste, dans le même liquide, mais par contre, ce qui est cherché maintenant, c'est juste ce papillomavirus dans la plupart des examens. D'accord ? Donc pour le reste, on les verra moins finalement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il y en a une main qui se lève par ici et une autre au fond après. Et je pense que malheureusement, on n'aura pas le temps d'en prendre plus parce qu'on va prendre du retard. Jusqu'à quel âge peut-on se faire vacciner contre le papillomavirus? Alors ça a été étudié jusqu'à 41 ans bien tassés, je crois. Ouais. Et c'est remboursé jusqu'à 20 ans, ouais, 19 ans révolus. Mais après, si on veut se faire vacciner, alors sachant qu'il y a hors AMM, donc hors, on va dire, ce qu'on appelle autorisation, hors recommandation, il est étudié, sauf erreur de ma part, la possibilité de se faire vacciner après une conisation, parce qu'a priori, ce serait assez efficace contre les récidives. Mais pour l'instant, c'est pas recommandé en soi. Ce qui est important de savoir, c'est est-ce qu'un médecin a le droit de vacciner tout le monde? Et deux, est-ce que vous allez être remboursé à partir du moment où vous êtes vacciné? C'est ça les deux choses. Donc, vous allez être remboursé jusqu'à 19 ans révolus. Ça, ce sont les recommandations françaises. Et le médecin est à même de faire la vaccination. Et après, effectivement, il y a toujours les histoires marginales. Une dame de 22 ans qui n'a pas eu de relation qui demande d'être vaccinée. Elle a raison, c'est très bien. Avant de démarrer ses relations, c'est bien d'être vaccinée. Elle n'est plus dans les recommandations, mais elle reste dans l'AMM, c'est-à-dire que dans l'autorisation de mise sur le marché, le médecin, il peut faire la vaccination. Donc vous pouvez lui demander. Vous avez juste un risque de ne pas être remboursé, mais en pratique, la sécurité sociale n'est pas très regardante. Donc ça se passe bien. Et en fait, là, le médecin peut finalement même vacciner quelqu'un jusqu'à l'âge de 45 ans, mais en fait, il n'y a plus... Voilà, ça c'est l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché sur la couverture et sur les possibilités de vaccin. Mais il faut quand même retenir que globalement, voilà, c'est jusqu'à 19 ans révolus, et même la période cible, c'est 11-14. Hein. Il ne faut pas attendre 19 ans. Le but de faire 11-14, c'est très intéressant, parce qu'il faut vacciner nos jeunes ados pour que déjà, elles aient 2 injections au lieu de 3, donc c'est quand même pas mal, et puis elles ont une très très bonne performance
dans la conversion des anticorps et l'immunogénicité, c'est-à-dire le vaccin, il est plus puissant et plus performant chez les très jeunes. On va prendre une... Et les garçons aussi. Et les garçons aussi, depuis janvier. Depuis janvier. Une dernière question. En fait, ça reprend la question précédente. Une jeune femme qui a 25 ans, qui a eu des relations sexuelles, est-ce qu'elle a un intérêt à se faire vacciner si elle ne l'a jamais été? En théorie. En dehors de la prise en charge qui ne m'intéresse pas particulièrement, c'est l'intérêt au niveau de la santé. Elle a un intérêt, en théorie, si elle n'a pas croisé encore le papillomavirus. Mais on ne fait pas faire de tests aussi systématiquement à ce moment-là parce que la rentabilité de ce test n'est pas très bonne. Alors, là encore, pareil, on a le même discours. Si elle souhaite absolument être vaccinée, on la vaccine. Et puis voilà, risque de non-remboursement. Mais on n'est pas vraiment dans la bonne cible. C'est le moment du dépistage. Donc après, c'est un moment où il faut arrêter les choses, quoi. Il faut revenir dans les règles de bonne pratique. Quelqu'un qui a 25 ans, elle démarre son dépistage par la cytologie. Le vaccin, c'est maintenant un peu tard, quoi. Il y avait quand même beaucoup de temps pour le faire avant. On va devoir clore ce temps. Il y aurait encore plein de choses à dire. Je vous remercie infiniment à toutes et tous d'avoir participé à cette première partie de la conférence J'ai mal, c'est pas normal. J'espère que vous avez appris plein de choses. Nous, en tout cas, on a appris beaucoup de choses en la préparant. On va se prendre 5 petites minutes de pause et on reprend sur la suite Mieux vivre avec ces douleurs menstruelles. On se retrouve dans 5 minutes. Merci. Merci.